Donc voilà, on va commencer avec notre première conférence en après-midi qui va être présentée par Monsieur Michel Nadeau. Puis dans le fond, Monsieur Michel Nadeau, c'est le PDG et fondateur du groupe Santé Taxio. Dans le fond, ce groupe-là, il a comme pour mission de pouvoir fournir des applications permettant une autogestion assistée par les professionnels de la santé pour intégrer des appareils de santé connectés. Puis dans le fond, comme objectif, ça a juste de ramener les gens au cœur de leur quotidien, à pouvoir changer leurs habitudes de vie pour les responsabiliser et les rendre plus en santé et donc, on l'espère, plus heureux. Donc, si jamais vous aviez envie d'approfondir puis d'apprendre plus sur la télésanté, la télésurveillance, bien, vous êtes au bon endroit. Donc, sans plus tarder, Monsieur Nadeau, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Gilles, Michael, puis tous les autres organisateurs pour l'événement. C'est vraiment, j'ai accepté très facilement cet événement, le colloque sur la santé. C'est rare qu'on voit ça dans les universités, mais ça commence de plus en plus. On voit ça un peu dans tous les pays. Donc, la santé connectée, j'étais pas là-dedans quand j'étais étudiant sur les mêmes bancs d'école que vous. Je suis issu de l'école polytechnique. Je suis marié d'à peu près depuis une trentaine d'années. J'ai 5 enfants, dont mes parents sont médecins. Dans ma belle famille, beaucoup de pharmaciens. Et dans les 5 enfants, il y en a 3 qui sont à l'âge universitaire. Certains sont assez avancés, d'autres commencent. Et dans les 3 plus vieux, il y en a un qui est allé en génie, qui a finalement est allé étudier aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de programme ici en informatisation de la santé, donc il est allé aux États-Unis. L'autre a un mélange de génétique entre la pharmacie et la médecine. Il a commencé par faire son cours de pharmacie, comme plusieurs d'entre vous. Et finalement, il vient de commencer son cours de médecine, il est en 2e année. Et la 3e, en fait, est en psychologie et neurosciences à McGill. Alors, je suis entouré de santé. Moi, je suis issu de Polytechnique. J'ai commencé ma carrière en télécommunications. J'ai eu une entreprise. J'ai vendu en 2006. Mais quand j'ai vendu, on était dans le mobile et beaucoup de choses qui touchaient la perception humaine des services. Et en fait, j'étais entouré de santé. Donc, j'ai décidé en 2009 de me lancer dans la santé. Et d'où la naissance du groupe Santé Taxio, qui est aujourd'hui implanté à Montréal, mais comme vous allez voir dans plusieurs pays avec des projets assez innovants qui vont sûrement vous intéresser. Donc, notre univers, c'est un univers de mobile. Beaucoup de choses se font avec les patients dans le mobile, un univers de santé, un univers qu'on décrit ici comme IDEO. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le IDEO? Donc, il y a eu un colloque sur le IDEO il n'y a pas longtemps au centre-ville. IDEO, c'est Internet des objets, et plus connu en anglais que le Internet of Things. C'est reconnu comme étant une révolution dans la médecine, mais je pense que c'est une opportunité exceptionnelle pour tous ceux qui sont en pharmacie aussi et certainement pour toutes les chaînes de pharmacie. Alors, c'est quoi la santé connectée? C'est vraiment une nouvelle relation avec le système de santé, avec sa santé, avec le professionnel de la santé, à travers le mobile, à travers les biocapteurs. Et ça s'adresse vraiment à tous les âges, comme vous allez voir. En 2011, le docteur Topol, qui est un cardiologue très connu aux États-Unis, est allé dans une conférence qui n'avait rien à voir à la santé. C'était une conférence à Las Vegas. Vous avez peut-être entendu parler du CES, qui est le Consumer Electronics Show. Alors, c'est connu pour les systèmes audio dans les voitures. C'est connu pour les nouvelles télévisions, alors tous les nouveaux gadgets sortent là. Et Dr Topol a décidé d'aller lancer un livre qui s'appelle « La destruction créative de la médecine » en 2011 au Consumer Electronics Show. Et ça a un peu lancé la révolution qu'on connaît aujourd'hui. Et lui a laissé tomber le stéthoscope pour avoir dans ses poches, en fait, toutes sortes d'autres appareils reliés avec son téléphone. Ça fait pas toujours plaisir à l'hôpital où il travaille parce qu'il y a beaucoup de coûts associés aux différentes instrumentations et différentes choses qu'ils font. Lui, il fait des électrocardiogrammes live avec le patient en direct. Il dit que ça lui prend autant de temps que de mettre son stéthoscope sur l'abdomen, mais c'est 800 000 $ à chaque fois qui est perdu pour l'hôpital en test. Alors, ça fait peut-être pas plaisir à l'hôpital, mais il dit qu'il soigne et il diagnostique beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Alors, il y a toute une révolution, en fait, dans la médecine et ça a été décrit en 2011. Le marché a tellement évolué, il a republié un 2e livre en 2015, donc l'année passée, qui s'appelle « Le patient va maintenant vous voir ». Donc, c'est plus le médecin, c'est le patient. Donc, c'est vraiment l'univers autour du patient. Et la révolution dans la santé mobile et santé connectée, c'est ça. En 2014, le Nouvel Observateur reconnaissait le marché en publiant dans son édition principale les milliards de la santé connectée. Poids, alimentation, tension, donc c'est plus dans la wellness, mais la mesure de soi. Alors, c'est tout le phénomène de l'automesure, la révolution dans la médecine. Les géants du numérique se battent
Alors, on voit de plus en plus les géants du numérique arriver dans le marché. En 2014 aussi, le Chain Drug Review, qui est le journal que toutes les chaînes de pharmacie en Amérique du Nord consultent à chaque semaine, a dit que l'opportunité pour les chaînes de pharmacie, c'était une opportunité d'une fois dans une vie. Alors tous les systèmes de santé, le suivi, toutes les pressions sont là, en fait, pour représenter une opportunité qui est tout à fait exceptionnelle, qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Et ici, dans la presse cette semaine, si vous voyez, Manuvie propose des bracelets de santé à ses clients. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé qu'une compagnie d'assurance se lance à donner des appareils de mesure à ses clients. Là, il y a toute une polémique autour de ça. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les données et tout? Donc, c'est sûr, c'est un peu comme les voitures téléguidées. La technologie existe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que les routes, qu'est-ce qui arrive si une voiture avec un humain qui conduit et l'autre voiture avec un ordinateur, si les deux ont un accident, qui est responsable? La compagnie qui a fait le programme, le manufacturier. Alors, il y a toute une dynamique. Alors, il y a des changements profonds qui s'en viennent. C'est la même chose dans la santé. La santé connectée, c'est un peu la révolution de la voiture téléguidée, mais qui s'en vient dans le monde de la santé. Si on regarde du côté du pharmacien, si on recule de quelques années, 1950, le pharmacien était plutôt un biochimiste, fabriquait ses crèmes et tout. Le bon pharmacien, c'était celui qui était reconnu pour faire les meilleures crèmes, les meilleurs onguents. Les gens allaient à la pharmacie et c'était vraiment la qualité de fabrication avec la connaissance de la biochimie qui faisait la réputation d'un bon pharmacien. Ça s'est industrialisé, les comprimés ont commencé à être fabriqués en usine et c'est devenu un marché qui a changé vers ce que les gens reconnaissent comme étant le comptage de pilules. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le pharmacien s'est mis à acheter des médicaments, compter des pilules. Ce n'était plus des comprimés qui étaient fabriqués par lui-même, mais c'était des choses qui étaient achetées de l'industrie. On a vu la naissance des grands pharmaceutiques. Les pharmaciens se sont mis en chaîne. Il y a eu des groupements en Europe. Il y a eu des chaînes de pharmacie ici en Amérique. Il y a eu une jonction entre le commerce et c'est devenu une entreprise au niveau, le succès, en fait, c'était la proximité et les prix. Donc, on a vu Pharmaprix, Uniprix, les Pharmescon de Jean Coutu. Donc, tout était axé sur le prix au départ parce que on achète en volume et on distribue. Donc, c'est vraiment la distribution et le volume et c'est la proximité qui fait le succès. On voit un changement maintenant en Europe, ici, vers un rôle du pharmacien qui est plus soignant. Les changements ont été faits à l'université avec le programme. Les programmes sont basés sur les soins pharmaceutiques. C'est un programme qui est différent, mais est-ce que la loi change? Est-ce que les systèmes changent? Oui, la loi 41, en fait, c'est un début. C'est le pharmacien qui a maintenant le droit de prescrire. Il y a différents rôles et c'est un début de changement vers un pharmacien qui s'en va vers un pharmacien soignant. Puis on le voit en Europe, la même chose. Alors, la population est vieillissante. Il y a plein d'axes qui font que ce changement-là s'inscrit. La population vieillissante, les biocapteurs, l'automesure, la réduction des coûts dans la télémédecine, la proximité des pharmaciens, les difficultés de l'accès au système de santé. Alors, il y a plein de facteurs qui contribuent à créer cette opportunité-là. Et la population mobile est de plus en plus grande et de plus en plus connectée. Ça fait en sorte que le pharmacien est vu comme quelqu'un qui est tout indiqué pour faire de la prévention, l'adhérence, les suivis, intégré à l'équipe de santé avec les autres, mais une dynamique complètement nouvelle, qui est complètement numérique, complètement connectée. Si on regarde au niveau des appareils de mesure, si vous demandez à vos parents ou vos grands-parents, lorsqu'il y avait un problème il fallait aller prendre sa pression, dans les années 50, il fallait aller chez le médecin. Donc, il fallait prendre un rendez-vous, il fallait aller chez le médecin. Ensuite, le médecin prenait notre tension artérielle. On était nerveux, les gens étaient nerveux de voir le médecin devant soi, la tension n'était pas trop bonne. Et c'était des appareils, comme on voit en bas. Petit à petit, le commerce, les usines, il y a des manufacturiers qui ont commencé à fabriquer des appareils de tension qui mesuraient automatiquement. On a vu apparaître ça dans les pharmacies. Et la plupart des gens, depuis les années 90, maintenant, s'achètent un tensiomètre, prennent la mesure à la maison. Mais aujourd'hui, depuis 2010, en fait, il y a des tensiomètres, une compagnie française, Whitings, qui a lancé un tensiomètre connecté. Ça a été iHealth, il y en a d'autres. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de tensiomètres connectés. Ils sont de moins en moins chers et ils se rapprochent de plus en plus du prix du tensiomètre traditionnel. Donc, le connecté devient l'objet, le même type d'objet, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, qui est non connecté. Ici, on regarde dans le domaine de la santé, on parle de tensiomètre, les glucomètres sortent, les balances, évidemment, de plus en plus. Donc, et le prix descend de plus en plus, ce qui fait que, en fait, il n'y aura plus d'objets non connectés éventuellement. Ça va tout simplement disparaître du marché. Tout va être connecté et connectable. C'est la même chose avec les oxymètres puis tout le reste.
Beaucoup d'entre vous doivent connaître en fait tout ce qui se passe dans l'univers du fitness. Alors les bracelets, les Fitbit, etc. Il y en a de plus en plus. Le dernier CES, il devait en avoir certainement 500 différents modèles de bracelets de manufacturiers. C'était tout le plancher était inondé de ces bracelets d'activité de sommeil. L'Internet des objets, éventuellement, on dit, ici, cette source dit 26 objets, éventuellement, par être humain sur la planète. Donc, c'est une révolution, c'est-à-dire que tout est en train de se connecter ensemble. Et ça cause des changements énormes, en fait, au niveau de à peu près toutes les industries. Si vous prenez, disons, l'industrie de l'agriculture, ben, le tracteur d'antan, maintenant, c'est un tracteur qui est connecté avec des capteurs, des senseurs, mais il est connecté avec toutes sortes de systèmes, puis ces systèmes-là font en sorte que la météo, les drones qui survolent, il y a plein de choses qui sont connectées, qui révolutionnent, en fait, quelque chose qui était vu comme un objet très traditionnel avant. Puis c'est exactement la même chose dans la santé, mais ça fait en sorte que beaucoup de données et beaucoup de nouvelles relations numériques. Les géants du mobile sont tous au fait de ce qui se passe dans la santé, sont tous intéressés par les données, par faire quelque chose avec les données. Alors on voit Samsung, Google, Apple, Microsoft, tout le monde se lance pour essayer d'unifier ça, de donner des plateformes de la visibilité, de l'intégration de données et tout. Et ils sont tous en train de rentrer là. Alors ça, on parle de l'informatique, du mobile. Dans le domaine du fitness, Under Armour, il y a 1 an et demi, ils ont dépensé presque 1 milliard pour acheter des entreprises dans les domaines des applications et de la santé connectée. Mais dans le digital fitness, Adidas, à peu près 1/4 de milliard l'année passée pour en acheter d'autres. Et cette semaine, ASICS, qui a fait la même chose, ils ont acheté Runkeeper, en fait, pour aller chercher cet univers connecté-là, donc dans le fitness. Mais c'est la même chose dans la santé, vous allez voir le même genre de révolution. Dans la pharmacie d'officine, si vous regardez les différentes applications, vous connaissez aujourd'hui les applications qui permettent de localiser les pharmacies et tout le reste, mais il y a un début de quelque chose de nouveau. Walgreens a sorti à la fin de l'année passée une application qui s'appelle Walgreens Connect. Subitement, on vient d'associer dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde une application qui permet de connecter un glucomètre et un tensiomètre. Dans le but, pour l'instant, de promouvoir l'adhérence, ramasser des points, je me mesure, je promouvois l'automesure, mais je ramène les données chez moi comme chaîne de pharmacie. Alors, ce sont des données qui, traditionnellement, appartenaient aux médecins, appartenaient aux hôpitaux. Subitement, ce sont des données qui se transfèrent vers les chaînes de pharmacie, s'en vont vers cet univers-là pour rejoindre le patient parce qu'ils sont à proximité du patient. Ils ont vraiment l'opportunité de le faire. Alors, l'Internet des objets dans la santé, si on part à gauche, le patient dans le carré noir, en fait, c'est le patient traditionnel qui reste, tant qu'il n'est pas malade, il reste à l'écart du système de santé. Il n'y a pas le souci de se garder en santé, mais une fois qu'il est malade, il faut payer pour, par exemple. Et c'est ça qui fait que on peut laisser les choses s'envenimer toute la vie, puis tout à coup, quand les maladies chroniques arrivent, ben là, on est pris avec des coûts énormes et les systèmes sont complètement débordés et ils n'arrivent plus à suffire. Donc, le patient est plutôt passif dans le système traditionnel. Alors que quand on lui met un biocapteur, ça peut être une balance dans la salle de bain, on commence à se mesurer. Elle est non connectée. Un tensiomètre, comme dans les années 90, qui est apparu dans les pharmacies. Donc, le patient devient un patient, il est informé, un patient est éclairé sur ses mesures. Mais il n'y a pas encore le niveau de suivi qu'on connaît aujourd'hui depuis que les applications mobiles prennent charge de cette information. Donc, ici, le patient devient un patient connecté. Application mobile, biocapteur, information, suivi, tendance, mais dans un univers qui est assez circonscrit et qui est déconnecté du milieu de santé avec où la vie des professionnels puis le coaching. L'univers dans lequel nous on travaille, c'est vraiment l'univers qui est en bleu ici, où on parle d'un patient qui est engagé, ce que les Américains appellent le empowered patient. Donc c'est le patient avec son biocapteur, ses smartphones, etc., mais avec l'interconnexion avec le système de santé, médecin, pharmacien, coaching, nursing, etc., où le patient il est au cœur de sa santé, mais il peut collaborer avec ses professionnels de la santé. Il y a un engagement avec Alors, l'univers de l'Internet des objets en santé, le patient les utilise, mais le clinicien peut interagir avec le patient. Donc, c'est là que toute la nouvelle relation se développe. C'est là que les changements profonds dans les systèmes de santé vers la prévention, l'adhérence et tout vont s'effectuer. Donc, on parle de toutes sortes de fonctionnalités. Puis, à travers ça, bien évidemment, l'observance, c'est le propre, souvent, du pharmacien. Donc, d'où l'opportunité exceptionnelle pour les pharmacies.
On a des applications qui sont disponibles de façon grand public. On a des applications qui sont déployées pour des grandes sociétés dans la santé. Quand on regarde l'intérêt, aujourd'hui, on regarde où sont les utilisateurs. Mais vous voyez qu'en Europe, il y a un engouement pour la santé connectée qui est inouï. Alors, on a vu beaucoup de choses, nous, au tout début, se démarrer en Europe. On a des projets, en fait, en France, en Europe, qui sont très importants par rapport à ce qu'on voit en Amérique. Mais on voit que, en fait, ça commence de plus en plus en Amérique aussi, puis à d'autres endroits dans le monde. Mais l'intérêt, il est quand même de plus en plus fort, puis on le voit, il est en grande croissance. Si on regarde au niveau des plateformes mobiles, vous voyez beaucoup de choses dans la santé sur les plateformes Apple. Ils ont que 15% du marché, mais il n'y a que 20 modèles d'appareils. Alors que Android a peut-être 80% du marché, mais il y a au-dessus de 10 000 modèles d'appareils Android. Donc, si vous êtes, comme nous, des développeurs de systèmes informatiques, c'est très compliqué de développer sur Android parce que vous pouvez développer quelque chose, mais après ça, on ne sait jamais si ça va bien fonctionner parce qu'il y a tellement d'appareils que c'est intestable. Donc, les gens qui fabriquent l'Android essayent de uniformiser de plus en plus pour amener quelque chose d'aussi stable que les plateformes. Et vous voyez un peu comment ça se distribue. Quelque chose d'intéressant, l'intérêt pour la santé connectée est massivement, en fait, à 60-40 ou 55-45, des hommes plutôt que des femmes. Les femmes sont toujours plus portées à avoir un lien avec les médecins, les pharmaciens et tout, parce qu'elles ont les grossesses, elles ont plusieurs événements dans la vie qui font que les femmes sont toujours plus portées, alors que les hommes ont tendance à se laisser aller, vivre, puis attendre que les problèmes surviennent plus tard. Mais on voit que lorsqu'on introduit des gadgets, puis l'Internet des objets, puis des smartphones et tout, subitement, on a un intérêt des hommes. Donc, au niveau populationnel, il y a quand même quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui payent les services de santé, d'intéresser les hommes à leur santé, à l'automesure, puis à l'autosuivi, puis à une nouvelle relation avec la santé. Si on regarde l'âge, bien ici, là, ça c'est l'âge de ceux qui font de l'automesure. Donc ici, la source, c'est vraiment des utilisateurs publics. Donc on voit de 30 à 50, puis aussi dans la vingtaine, en fait, c'est là que sont les groupes d'utilisateurs. Mais ces gens-là sont ceux qui ils vont amener en fait des coûts là, éventuels. Donc, si on peut les habituer à faire autre chose et prévenir, mais il y a peut-être des coûts qui vont être évités dans le futur, et on voit que ça les intéresse. Je vais vous montrer un peu plus tard des données provenant de d'autres types de systèmes. Vous allez voir que c'est pas seulement pour les plus jeunes. L'automesure connectée, donc nous on voit beaucoup de mesures et en fait ça s'accentue de plus en plus. Le pourcentage d'informations qu'on reçoit, nous chez Tactio, là, on reçoit à peu près 1 demi-million de mesures par jour dans les divers systèmes qu'on opère. Et si on recule de quelques années, on recevait pratiquement rien. Donc l'engouement est très fort et les gens utilisent de plus en plus. Si on regarde les sources, ça fait à peu... En fait, c'est l'année passée, mais en termes de quantité de mesures, si vous vous demandez pourquoi Fitbit est allé public l'année dernière, mais Fitbit génère énormément de données. Beaucoup de gens utilisent des Fitbit. Donc, dans les systèmes un peu partout, 65% des données qui nous provenaient de Fitbit. Les autres se partageaient le reste. Apple a décidé de renverser la vapeur. Alors, il y a une espèce de guerre entre Apple et Fitbit. Puis c'est la Apple Watch, mais c'est aussi le HealthKit là, qui vient prendre toutes les données ensemble. Si on regarde par type, ben, vous voyez les pas de santé, 32%. Le poids. Après ça, le sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que le sommeil, il y a quelques années, c'est quelque chose qui était réservé seulement à ceux qui avaient des problèmes de sommeil. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés à découvrir qu'est-ce qui se passe pendant que je dors. Alors, il y a des gens parfaitement en santé qui s'y intéressent puis qui se mettent à découvrir des choses, ce qui fait que il y a toutes sortes de nouvelles formes de dépistage de problèmes qui se font à travers l'intérêt pour l'automesure puis la santé connectée. Ici, c'est pour vous donner un peu une idée entre le HealthKit qui est Apple, qui agglomère les données de santé, qui nous les fournit, versus ce qui nous vient strictement de l'Apple Watch, donc la montre Apple. C'est presque moitié-moitié. La montre Apple génère énormément de données d'un point de vue clinique. Je suis pas clinicien, je suis ni médecin ni pharmacien, mais d'un point de vue clinique, tous ceux avec qui on travaille nous disent que beaucoup de données sont inutiles. Que quelqu'un parfaitement en santé ait 10 000 pouls par jour, ça donne absolument rien à personne. Mais l'Apple Watch en génère une quantité phénoménale. En groupe santé Tactio, bon, je vais sauter là-dessus, mais enfin, on est basé à Montréal, on est là depuis 2009. Et on est un mix, en fait, de gens, soit dans le software ou des professionnels de la santé. Et on a des partenaires un peu partout dans le monde qui déploient.
Ça, ce sont tous les gens avec qui on travaille, on a travaillé à interconnecter les données directement pour différents projets de santé. Donc, vous voyez, au début, on a travaillé avec des Fitbit, des Whitings, des compagnies que vous voyez au Apple Store un peu partout. Si on recule il y a quelques années, j'ai cherché, quand on a commencé à travailler avec la compagnie ici, iHealth, je cherchais un tensiomètre. J'étais en Floride, j'ai dit, je vais aller voir. Il me disait que c'était maintenant distribué chez Best Buy. Je suis allé au Best Buy en Floride pour demander où était le tensiomètre iHealth. Tout le magasin, il cherchait, il ne trouvait pas. On a fini par le trouver. Alors, c'était à peu près, je dirais, c'est autour de 2011 ou 2012. On a fini par le trouver. Il était entre les routeurs Wi-Fi. Et il ne savait pas où le mettre, alors il y a quelqu'un qui l'avait placé là. Fait que, comment pensez-vous que quelqu'un qui cherche un tensiomètre va pouvoir trouver chez Best Buy? Aujourd'hui, Best Buy est allé plutôt dans le fitness, donc ils ont des espèces de petits comptoirs. Mais vous voyez un peu la problématique, c'est que les objets connectés en santé ont commencé, ils ne savaient pas comment se distribuer. La distribution naturelle, c'est de retourner en pharmacie, d'où une autre des opportunités dans le domaine de la pharmacie aussi. Ce qu'on voit de différence aujourd'hui, c'est qu'on est parti d'un domaine qui était plutôt le fitness et l'automesure. Puis aujourd'hui, on voit des Telcare, par exemple. Telcare est une société dans le sud des États-Unis qui est dans la gestion du diabète. Roche, très connue dans le diabète. Donc, on voit des grands noms de la santé qui commencent à rentrer dans l'Internet des objets puis disent, nous aussi, on va faire des objets connectés, on va les faire moins chers que les autres objets et tout. Donc, on voit les grands noms de la santé rentrer dans le domaine. Nonin, par exemple, qui est connu dans l'oxymétrie. Alors, c'est tous des noms de... Oui? Ça donne une très bonne opportunité pour des sociétés dans le domaine de la santé, des sociétés cliniques, que ce soit des pharmaciens, des hôpitaux et tout, de décider pour les patients de faire des recommandations de différents systèmes. Soit que, avec toutes sortes d'offres, des offres pour packager certains produits pour certains patients, offrir des produits, revendre des produits, puis on le voit en fait à travers différentes pharmacies, hôpitaux où on travaille, où il y a des décisions qui sont faites à travers cet univers-là de décider, écoutez, prenez ce que vous voulez si vous l'achetez, mais si vous l'achetez chez nous ou si vous nous demandez lesquels, on va vous recommander un ensemble de pièces, des appareils que nous, on trouve qui conviennent et au profil du patient et à ce qui doit être mesuré. Mais l'univers n'arrête pas de grandir. Donc, nous, c'est beaucoup de mobile patient, c'est l'expérience sur l'engagement. Le tableau de bord qui peut suivre, donc au niveau clinicien, pour suivre les différentes choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait en mobile des suivis de différentes pathologies, maladies, obésité, hypertension, diabète, athérosclérose, suivi de grossesse, l'activité physique, la nutrition, le sommeil. Alors, quand vous combinez tout ça ensemble, ça permet de faire énormément de choses. Oui? Nous, ce qu'on fait, je voulais pas faire une présentation sur Tactio en particulier. Nous, ce qu'on fait, on fait des systèmes de suivi de patients par mobile et on utilise en fait le mobile et les objets connectés. Nous, on fait les systèmes. On les vend aux chaînes de pharmacie, aux hôpitaux, aux compagnies d'assurance qui veulent faire ce genre de projet-là, qui veulent intégrer leur programme à l'intérieur de ce genre de technologie-là. Et on ne fabrique pas d'objets. On les vend pas non plus, mais les gens avec qui on travaille, par exemple, nos clients, eux, ils revendent ces choses-là. Souvent, ils les revendent, ils les recommandent, ils les achètent en groupe. Je vais vous montrer une compagnie d'assurance là, dans pas longtemps qui en a acheté massivement pour les distribuer à ses patients. Quand vous voyez Manuvie, par exemple, c'est pas un client chez nous, mais quand vous voyez Manuvie qui achète des bracelets pour donner à ses assurés, c'est parce qu'il voit un modèle d'affaires derrière ça. Ça vaut la peine d'acheter le bracelet parce que par la suite, il y a d'autres choses ils peuvent sauver des coûts ailleurs. Nous, on fait pas cette distribution des produits et des objets. Mais c'est juste pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec ça. Puis en fait, il y a beaucoup plus d'exemples que je pourrais donner qu'ici, mais santé cardiovasculaire, la gestion du risque, le dépistage, gestion du diabète. On a des interconnexions, par exemple, qu'on a fait avec des laboratoires pour les résultats sanguins. Donc, pourquoi est-ce que les résultats sanguins seraient des résultats qu'on reçoit par fax? Le fax, c'est comme une imprimante en plein milieu du bureau. C'est ce qu'il y a de plus nul, en fait, au niveau de la sécurité des données. Pourquoi pas recevoir ça directement dans son téléphone, qui est très privé? La vaccination.
Alors, le genre de projet, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on a un projet en France, c'est une compagnie générique, patients, professionnels. Ils offrent un système, par exemple, à des pharmaciens pour faire du suivi. Il y a des centaines de pharmaciens français, en fait, pour faire du suivi de patients à travers des applications mobiles. Un programme de santé cardiovasculaire par une compagnie en France où ils utilisent des applications et eux ont acheté des milliers d'appareils qu'ils donnent à leur clientèle, un peu comme Manuvie ici le fait avec des bracelets. Mais pour eux, c'est 40 000 patients au niveau santé cardiovasculaire. Mais toujours beaucoup de mobiles. AXA Assistance, c'est un exemple intéressant. Ils ont interfacé un centre d'appel clinique avec des médecins, des pharmaciens, des infirmières dans le centre d'appel, 24 heures, 7 jours. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent dans le centre d'appel, reliées à une application, reliées à un service téléphonique, reliées à l'utilisation de ces objets-là. Donc, quand les gens appellent, les données sont disponibles, les soins peuvent être fournis. Puis, dans leur cas, en France, ils peuvent même faire une prescription à distance. Un groupe hospitalier aux États-Unis, même chose, une application, ils ont le dossier patient électronique, le portail patient sur le web et maintenant l'application mobile qui peut montrer les données du portail patient, mais aussi aller chercher les données des Fitbit, des balances puis de tout le reste. J&J a des programmes semblables. Au niveau pharmaceutique, le NIH fait de la recherche avec ça, mais ici, une application intéressante, c'est un projet de recherche qui vient de commencer à l'Université du Michigan. Ils sont convaincus que le pharmacien est beaucoup mieux placé que le médecin pour faire du suivi de l'hypertension. Ils prennent des patients en hypertension non contrôlée et ces patients-là ont un tensiomètre connecté et une application. Les pharmaciens ont l'application clinique et ils vont faire le suivi puis ils vont calculer les coûts. Quel est le contrôle de l'hypertension et combien ça a coûté versus prendre des médecins puis des rendez-vous puis tout le reste pour faire la même chose. Et ils ont déjà démontré que c'était moins cher par des pharmaciens, mais ils pensent que ça va être encore plus efficace avec un système de suivi, puis l'Internet des objets, puis tout le reste. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font dans le domaine. Ici, au Québec, vous avez sûrement entendu parler de Pharmacie 3.0, qui est un projet démarré par Roger Simard et son entreprise. En fait, Roger Simard est un pharmacien qui était ici, je pense, l'année passée. Il est un pharmacien de Uniprix. Il a démarré un projet de suivi de patients. Il a démarré avec une résidence à la Chine au groupe Maurice. Aujourd'hui, il travaille dans des pharmacies, avec plusieurs pharmacies du groupe Uniprix. Et ça a passé, en fait, il y a eu des émissions que vous pouvez aller voir sur Internet, à Radio-Canada et je pense à Télé-Québec. Il y a des émissions qui parlent un peu des programmes qui ont été faits l'année passée. Mais si on regarde le genre de statistiques qui est récolté, presque 100 000 mesures. Donc ici au Québec, des patients de pharmacie, 100 000 mesures à l'intérieur de 3 mois, avec quelques pharmacies associées. Vous voyez toutes sortes de données d'oxymétrie de sommeil, de glucose pour le diabète et tout, qui viennent de toutes sortes de sources. Et ça se fait ici au Québec en ce moment. Si vous voyez l'âge de ces Québécois qui se mesurent, là, vous voyez que c'est plus juste des jeunes. Il y en a de tous les âges. On en a même à 80 et 90. Puis vous voyez que la courbe est quand même assez intéressante et très différente de ce qu'on regardait plutôt grand public tout à l'heure. Encore une fois, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Où sont ces utilisateurs? Vous voyez toutes sortes de villes ici au Québec. Donc, vous voyez que la santé connectée, c'est quelque chose qui est très réel. C'est maintenant très près de chez vous, ici. Si on regarde le profil de ces Québécois qui sont connectés, qui se mesurent, puis qui sont reliés avec un pharmacien qui leur fait le suivi, on a des 7% de fumeurs. On a ici au niveau de l'hypertension, alors 50. Pourquoi on voit ce genre de mesures? 50% en hypertension, 35% de diabétiques, presque 70% diagnostiqués de cholestérol anormal. C'est parce que ces pharmaciens-là qui sont associés à ces projets, ils choisissent les patients qui ont des maladies chroniques. Alors, ils choisissent pas des gens parfaitement en santé, comme on voit dans le Digital Fitness. Ce sont des patients ciblés, choisis, de tous les âges, comme vous pouvez voir, mais ces patients-là sont suivis par automesure et gestion de nouvelles relations numériques avec leur pharmacien. Donc, l'enjeu pour la pharmacie d'officine, aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, c'est que tout ce télésuivi risque d'échapper aux pharmaciens si les pharmaciens n'embarquent pas alors, on voit Walgreens qui embarque, on voit ici Uniprix, Pharmacie 3.0 qui embarque, et ceux qui ne vont pas embarquer risquent de voir tout ce télésuivi, tout cet univers de données s'en aller ailleurs. Les données des patients, donc ce qu'on réfère des fois comme le big data, ça pourrait être monétisé par d'autres que les pharmacies. Donc l'opportunité est vraiment intéressante. Et pour revenir à ce que NACDS disait, l'opportunité en fait est historique de développer des nouvelles sources de mesure
et de s'intégrer dans tout un nouveau maillage digital d'une relation différente avec le patient, une relation qui est basée sur la prévention, l'adhérence, le suivi, etc. Et si vous regardez tous les changements dans les lois, les changements qui ont été faits par le ministre Barrette, ça s'inscrit un peu dans cette tendance-là. Il n'y a peut-être pas encore assez d'argent qui a été déplacé du curatif vers le préventif, de la médecine vers la pharmacie, mais c'est quelque chose qui va devoir s'inscrire. Puis si c'est pas le ministre Barrette, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera, mais c'est quelque chose qui est presque incontournable. Puis en fait, la contrainte financière actuelle fait en sorte que on se dirige complètement vers ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est une question qui m'est souvent demandée. Moi, j'ai passé ma vie dans la technologie, puis c'est toujours un peu la même réponse, c'est que on est un peu une société distincte ici, à plusieurs égards. Et souvent, ça s'inscrit, c'est toutes sortes de décisions qui font que, premièrement, la langue fait en sorte que beaucoup de technologies américaines, des fois, peuvent pas nécessairement venir ici. Il y a un certain délai juste pour la langue. Deuxièmement, il y a différentes décisions qui sont prises. Dans le domaine de la santé, le Québec a une opportunité exceptionnelle. L'opportunité, en fait, c'est d'être un système qui est comparable à celui de, ministre Barrette parle souvent de Kaiser. Kaiser, c'est un modèle où ils font tout. Ils font l'assurance, les soins, tout est fait. Alors, c'est un modèle qu'on appelle le single payer. L'armée américaine, c'est le même genre de modèle. Le Québec, de plus en plus, avec le ministre Barrette, c'est modelé sur Kaiser. Et sur un modèle, alors l'opportunité est grande parce que c'est un modèle qui est uniforme. Il y a une seule entité qui paye pour tout, c'est le gouvernement. Là où on risque d'avoir peut-être d'autres retards, c'est ce qui est en dessous de tout ça dans le modèle de santé. Pour être capable d'innover dans la santé, ça prend une plateforme. Plus la plateforme est standardisée, plus les interfaces sont ouvertes, plus on peut permettre aux entrepreneurs et aux technologues de venir agglomérer des services autour. Le problème, c'est est-ce que le choix qui a été fait dernièrement d'unifier toute la province sur une plateforme qui est non standard, est-ce que ça va être un bon choix dans le futur ou un mauvais choix? On va le savoir éventuellement. Mais disons que ce qui a été choisi à date par le gouvernement, c'est pas une plateforme qui est connue dans l'industrie. C'est quelque chose qui est issu, je pense, de l'Université du Québec. Et est-ce que ça va être un bon choix ou pas, on va le savoir. Mais disons qu'il y a d'autres plateformes qui existent déjà, qui sont grandement déployées, notamment, par exemple, chez Kaiser. Alors, le modèle Kaiser a été utilisé pour beaucoup de changements au Québec, mais curieusement, pas pour le changement au niveau de l'infrastructure informatique. Mais des fois, c'est des genres de décisions-là qui ont énormément d'impact sur le futur. Alors, est-ce que ça va nous retarder ou ça va aider? On verra éventuellement. Mais des fois, c'est des décisions comme ça qui font que le gouvernement et tous les endroits ne bougent pas à la même vitesse. Oui? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Il y a plein de réponses. Pratiquement partout où on a des systèmes qui sont déployés, la question revient toujours. On a des opinions juridiques dans chacune des juridictions où on fait affaire par des firmes là-bas. Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Il y a le facteur de sécurité des données, donc les données personnelles de santé. Comment est-ce qu'elles sont sauvegardées? Est-ce qu'elles sont encryptées et tout? Donc, chacun des systèmes a des réglementations là-dessus. Il faut se souscrire à la loi là-dessus pour la protection des données personnelles, l'endroit où les données sont hébergées, au niveau de l'information comme telle, parce que la question est surtout l'information. Il y a une question de réglementation.
Alors, est-ce que la réglementation est là pour supporter ces choses-là? Aujourd'hui, c'est trop nouveau et c'est à côté, en fait, de ce qui est réglementé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont réglementées. Ce genre de système-là est à l'écart de la réglementation en santé, sauf dans certaines pratiques. Comme par exemple, nous, si on regarde l'ensemble de nos systèmes, on a regardé sur la réglementation, est-ce qu'on peut faire l'ajustement d'insuline pour les diabétiques? La réponse est non, à moins on peut pas faire l'ajustement, on peut pas proposer un ajustement de l'insuline, sauf si ça c'est quelque chose qui est très réglementé. Mais informatiquement, c'est extrêmement simple de proposer ça. Donc, si vous regardez au gouvernement américain, au Congrès américain, ils ont identifié 6 pratiques qui sont très, très, très courantes dans l'industrie de l'informatisation de la santé, que la FDA aux États-Unis préconise en fait qu'il faut être certifié. Donc, ils imposent une certification, ce qui fait que ça freine l'innovation et tout. Le gouvernement américain a identifié 6 endroits où, si on laissait place à l'innovation, c'est tellement simple, tout le monde peut le faire, puis ce serait peut-être mieux de déréglementer ces endroits-là. D'autres endroits, par exemple, si je fais un logiciel, j'ai un pacemaker, ben là, oui, la FDA va réglementer parce que, en fait, s'il y a des problèmes, je risque de mourir s'il y a des problèmes avec cette interface. Alors que l'ajustement d'insuline, la plupart des patients diabétiques connaissent un peu leur dose. Et ce que le gouvernement américain dit, c'est que si jamais il y avait des bugs incroyables, la plupart des patients diabétiques vont savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure. Donc, ça fait partie de ce qui est préconisé pour être enlevé des réglementations. Ensuite, dans les systèmes, si quelqu'un a un avis, par exemple, on reçoit une mesure qui est vraiment hors de l'ordinaire et ça tombe en pleine nuit, ben tous nos clients, hôpitaux, pharmacies, compagnies d'assurance, nous demandent en fait la même chose, de mettre un avis au patient, comme quoi cette mesure est hors norme, et vous pouvez avoir tel et tel truc, vous devriez consulter votre médecin, mais 100% de notre clientèle nous interdisent de leur retourner un message. Parce que si on leur retourne un message, là, il faut que le message soit reçu, il faut que ce soit staffé 24 heures, 7 jours. Et là, il y a tout un niveau de responsabilité que les organisations de santé aujourd'hui sont pas prêtes à prendre. Ils veulent développer le marché, créer l'engouement, laisser les gens commencer à se mesurer, développer la nouvelle relation numérique avec les patients, mais pas nécessairement aujourd'hui déployer ce genre de routine avec le service 24/7 au niveau des alarmes et tout. Donc, la technologie peut le faire, mais c'est vrai que la loi, et la réglementation et l'appétit des organisations qui se lancent là-dedans, il n'est pas encore là. Ouais. En général, partout où ça a été déployé, le pouvoir de l'infirmière, du médecin, la plupart des utilisateurs qu'on a, c'est soit des infirmiers, infirmières ou pharmaciens, pharmaciennes. Souvent, les ventes commencent avec des discussions avec des médecins, mais en général, les utilisateurs ne sont pas nécessairement des médecins. Mais le pouvoir d'un clinicien avec une plateforme mobile comme ça, puis un engagement de patient, en fait, on peut suivre 10, 100, 1000 fois plus de patients qu'on peut le faire en one-on-one. Donc, en général, c'est pas nécessairement un problème de temps. C'est plutôt un avantage de pouvoir suivre une quantité phénoménale de patients. Donc, ça amène des efficacités dans le système qu'on ne retrouve pas aujourd'hui avec les méthodes traditionnelles. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi.